Ne renoncez jamais à cette dignité. L'événement politique est dans la matinale d'Europe 1. Europe 1, il est 8h14. La matinale spéciale présidentielle qui se poursuit sur Europe 1 avec vous, Jean-Luc Mélenchon. À 9h, vous répondrez aux questions des auditeurs et des internautes dans la social room avec le hashtag élection 2017. Mais tout de suite, vous répondez aux questions de Fabien Amias. Bonjour, Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Ou Jean-Luc Robespierre, je pourrais dire, parce que vous vous apprêtez à changer de république si vous êtes élu, et c'est un changement radical. Vous pourriez dire De Gaulle aussi, parce qu'il a changé de république. Oui, on aurait pu pratiquer tous ceux qui ont changé de république, mais voilà. Compte tenu de la radicalité du changement, Robespierre semblait être une comparaison historique, mais dont on peut après voir la réalité dans les changements que vous proposez. Vous appelez à une marche samedi pour défendre cette 6e République, une marche entre Bastille et République. Pour bien comprendre, si vous êtes élu président, vous installez une assemblée constituante, et donc dans la foulée, il y aura une nouvelle constitution, effectivement, comme en 58 avec De Gaulle. Oui. C'est-à-dire que au début de mandat, on convoque l'assemblée constituante. On élit ou on tire au sort, c'est une disposition qu'il faut mettre au point, où on panache les deux, et une assemblée est constituée. Elle va définir la nouvelle règle du jeu. Le pays en a besoin, d'abord parce qu'il a beaucoup changé depuis 1958, son peuple est plus éduqué, plus nombreux, enfin bref. Et puis parce que on voit que le système de la monarchie présidentielle, en période de règne de l'argent roi, la collusion des deux donne un résultat désastreux que tout le monde a dorénavant sous les yeux. Ça veut dire que vous dénoncez la monarchie présidentielle. Pour comprendre à quoi ressemblerait votre République, ça veut dire qu'en fait il n'y aurait plus de président de la République dans la 6e République que vous défendez. Il y en aurait un sûrement, mais voilà, maintenant je viens sur le sujet lui-même. Donc premièrement, commençons par poser le tableau. D'un côté, il y a cette assemblée constituante qui fait son travail, définit la règle du jeu, les gens y participent autant qu'ils peuvent, et puis en même temps, il y a l'Assemblée nationale qui sera élue là en juin prochain, qui elle applique le programme, qu'on s'entende bien. On n'attend pas les bras croisés à la porte de la constituante. Quand la constituante aura terminé son travail et donc définit une nouvelle constitution, c'est elle qui s'appliquera. Voilà. Ça c'est le cadre. Combien de temps vous donnez? Alors, une fois l'élection passée, combien de temps il faut pour qu'il y ait une nouvelle République? De Gaulle, que vous citiez plutôt que Robespierre, c'était quelques mois à peine. Vous donnez quelle échéance? Parce que la méthode n'était pas la même. Il a fait écrire un texte de constitution par un groupe dirigé par monsieur Michel Debré, et ensuite on a eu un référendum, oui ou non, à la constitution de la 5e République. Là, par définition, comme le mal est profond et qu'il faut l'éradiquer dans ses profondeurs, il faut que le peuple français tout entier s'implique. À mon avis, il y en a au moins pour 1 an, peut-être un peu plus. Faut qu'il y ait le temps de travailler sans avoir le couteau sous la gorge. Et puis ensuite, la Constitution s'applique. Alors après, quelle est-elle? C'est pour ça, monsieur Namias, que j'aurais un peu des difficultés à vous répondre, parce que je ne peux pas dire je suis contre la monarchie présidentielle, on convoque une constituante, et ensuite la Constitution, voilà ce qu'il y aura dedans, c'est moi Mélenchon qui l'ai décidé. Mais simplement quand même pour comprendre, Jean-Luc Mélenchon, si vous êtes élu président de la République, oui. vous voulez en finir avec la monarchie présidentielle, mais vous resterez président quand même, ou là vous nous dites votez pour moi et puis après je m'en vais. Je serais pas aussi stupide, mais dans un premier temps, je suis élu et j'exerce les pouvoirs je suis un légaliste, moi, donc j'exerce le pouvoir dans le cadre qui est celui de la Constitution que les Français ont choisi, parce que je rappelle quand même que cette Constitution, elle a été choisie, il y a eu un vote, il y a bien longtemps, mais il y a eu un vote. Dans ces conditions, c'est cette Constitution qui s'appliquera jusqu'à ce que la nouvelle entre en ligne de compte. Mais la nouvelle aura des caractéristiques, pardon, monsieur Namias, qui me paraît au moins celles pour lesquelles moi je plaiderais. Peut-être que cette Assemblée ne le retiendra pas, mais en particulier, je plaiderais pour que il y a un droit de révocation des élus en cours de mandat, de manière à ce que lorsqu'il se crée des situations qui sont considérées comme insupportables, les gens puissent demander à ce qu'il y ait un référendum pour remettre en cause le mandat de l'élu, qu'il soit conseiller général ou même qu'il soit président de la République. Ce pouvoir de révocation existe dans, je crois, 2 États nord-américains et dans 2 ou 3 États de l'Amérique du Sud. Donc on sait le faire fonctionner. Et j'ai même vu que vous souhaitiez toujours, là ce sont vos vœux pour ces institutions, supprimer la Cour de justice de la République, c'est celle qui est en charge de juger les élus dans l'exercice de leurs fonctions. Ça veut dire également que dans votre esprit, vous en finiriez avec les immunités quelles qu'elles soient, l'immunité présidentielle, l'immunité parlementaire dont on parle beaucoup, et vous avez parlé encore tout à l'heure avec Thomas à propos de la mise en examen de François Fillon. Ça vient sur les droits individuels. Il est clair que la responsabilité politique
c'est de la politique et c'est l'électeur qui tranche, mais la responsabilité judiciaire, non, c'est la loi et elle doit être appliquée à tout le monde de la même manière. Donc moi, j'ai toujours été contre les tribunaux d'exception. Bien. Ceci posé, vous venez sur la question de l'immunité parlementaire, c'est aussi vieux que la République. Il y a des protections pour garantir la liberté d'expression des parlementaires, mais il ne faut pas que ça soit détourné et se transformer en une espèce d'immunité contre toute forme de délit. Mais puisque vous venez sur les droits individuels, permettez-moi de dire qu'il y en a de plus importants et de plus urgents. À l'instant, on vient d'évoquer la question du gaz, de l'électricité, de l'eau. Moi, je pense que le droit de... vous ne pouvez pas vivre sans eau, Monsieur Namias, pour prendre cet exemple. C'est la raison pour laquelle les droits individuels, dans cette nouvelle Constitution, doivent être défendus. Ça veut dire que les premiers mètres cubes d'eau, les premiers kilowattheures et les premiers mètres cubes de gaz, pas mètres cubes, j'exagère, mais le besoin quotidien minimum doit être garanti à chaque Français parce qu'il ne saurait vivre sans... Constitutionnaliser, je l'ai vu aussi, de nouveaux droits, c'est-à-dire les faire passer à une valeur supérieure à celle de la loi. Tiens, je lisais dans votre programme résumé dans votre livre L'avenir en commun, dans ces nouveaux droits que vous souhaitez inscrire dans la Constitution, il y a aussi parmi ces droits, le droit à l'avortement, parce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est un droit tellement menacé qu'il mérite d'être dans la loi fondamentale? Alors oui, et ce sont des questions nouvelles, elles n'existaient pas à la fin des années 50, elles ne se présentaient pas comme ça. Maintenant, chacun considère, enfin je crois que beaucoup de gens considèrent, que le droit de disposer de soi et de son corps est un droit fondamental. Ça ne veut pas dire le droit à l'avortement ne signifie pas qu'on est pour l'avortement. Vous comprenez que ça peut heurter certaines convictions religieuses qui s'accommodent de la loi, mais qui pourraient être blessées que la loi suprême de la République le constitutionnalise. La loi suprême de la République n'institutionnaliserait pas l'avortement, mais le droit à l'avortement. Et l'on peut parfaitement être contre l'avortement, ne jamais se l'appliquer à soi-même, ne jamais le recommander et tâcher d'en dissuader les autres, et pour autant reconnaître cette liberté. Mais pourquoi je pose cette question? Mais parce que je pense que c'est une liberté fondamentale et que oui, en effet, elle est souvent mise en cause. Regardez, c'est le cas aux États-Unis en ce moment, ça a été le cas récemment en Pologne, donc je propose que cette question sorte définitivement du débat politique et qu'elle soit constitutionnalisée. De même que le droit au suicide assisté, Monsieur Namia, je ne veux pas passer à côté ni euphémiser de cette question, c'est le droit à disposer de soi, c'est une liberté fondamentale. Le droit à l'euthanasie serait aussi dans la constitutionnalisée. Pour votre République, le évidemment, droit au suicide assisté. Et c'est l'une de vos marques de fabrique, vous défendez une République laïque, vous l'écrivez dans votre programme, refusez tout financement public pour la construction des édifices religieux. Est-ce à dire que vous permettez, par construction, à des fonds étrangers de participer, par exemple, au financement des mosquées? C'est le cas aujourd'hui. Certains estiment que cela pose problème parce qu'on ne contrôle pas les fonds qui construisent les mosquées. C'est de l'ordre de 20% en France. Vous permettez ça en creux si vous n'allouez pas à l'État le droit d'autoriser. Ce que je permets en creux, voyons ce que j'interdis. Je ne suis pas d'accord pour que la loi de séparation de l'Église et de l'État connaisse des exceptions dans notre pays. En particulier, le concordat sera abrogé. Ce n'est pas le droit social local, car à l'inverse, le droit social local donnant droit à une sécurité sociale à 100%, qui est le cas de l'Alsace-Moselle, sera appliqué à tout le pays. Je prends l'exemple de l'Alsace-Moselle, mais j'aurais pu prendre celui de la Guyane ou d'autres territoires français où la séparation de l'Église et de l'État est toujours pas faite. Maintenant, je viens au financement. J'admire l'hypocrisie, pas la vôtre, mais d'une manière générale qui entoure cette question. L'argent privé doit servir à construire les bâtiments privés. Après, qui donne cet argent? Je vois que ça pose moins de problèmes quand c'est de l'argent des Qataris et des Saoudiens pour différentes entreprises, y compris des entreprises guerrières. Il y a moins de problèmes quand c'est Lafarge qui subventionne les groupes terroristes que quand on dit c'est pour construire une mosquée. Maintenant, qui que ce soit qui construise une mosquée ou une église d'ailleurs, je m'empresse de le dire, ça les regarde. Par contre, si ceux qui ne les regardent privés ou viennent de l'étranger, ça ne vous pose pas de difficulté? Non, mais votre réponse est claire. Mais attendez, ce qui est important par contre, Monsieur Namias, il faut préciser, c'est que ce qui se dit dedans doit être ensuite conforme à la loi républicaine. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord que ce soit à l'église, à la mosquée ou à la synagogue pour qu'on prêche en France des maximes contre-républicaines ou des professions de foi qui soient hostiles à la loi ou aux valeurs républicaines. Jean-Luc Mélenchon, rapidement une question aussi sur ce point de laïcité. Hier, la Cour de justice de l'Union européenne a permis à une entreprise, au règlement intérieur d'une entreprise, l'interdiction du voile. Cela correspond pleinement à votre conception de la laïcité?
nécessité. Je pense que la décision qui a été prise met tout le monde à l'aise, parce qu'elle dit d'abord il faut prévenir avant et pas en cours de route, et il faut que ça corresponde à des nécessités liées au travail. À partir de là, il me semble que c'est une position qui est raisonnable. Maintenant, je ne veux pas non plus qu'on fasse de moi quelqu'un qui voudrait mettre dans la loi toutes ses convictions personnelles. Par exemple, je suis hostile au voile, mais je ne suis pas pour l'interdire dans la rue, par exemple, parce que ça, c'est ma conviction personnelle. Je peux aller dire à quelqu'un, écoutez, je ne suis pas d'accord avec le voile parce que je suis féministe, parce que ceci, parce que cela, ou parce que je pense que la religion n'a pas à se mêler du corps, des cheveux et des poils des hommes et des femmes, mais c'est une conviction personnelle que je ne prétends pas imposer aux autres. Par contre, dans le service public, oui, à la neutralité, et au travail, il pourrait apparaître que la pratique de la religion, pas seulement l'islam, parce que moi, j'en ai un peu marre qu'on me montre toujours du doigt l'islam en faisant comme si les autres n'étaient pas concernés. La pratique de la religion au travail est un problème, en effet. Alors bon, on a trouvé une solution raisonnable. Je suis sûr que les croyants pensent comme moi. Ils aiment les solutions raisonnables. Et on avance, Jean-Luc Mélenchon, sur ce que serait votre République. Vous voulez mettre fin, dites-vous, à l'usurpation du MEDEF de la parole des chefs d'entreprise. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de syndicat des patrons si vous êtes président ? Non, pas du tout. Il y aura des élections. Le MEDEF est le seul qui échappe aux élections. Et il a droit à une représentativité comme ça, parce que c'est lui, et qui lui donne des droits qu'il n'a pas en réalité, compte tenu de sa réelle représentativité. Donc vous sucrez le MEDEF, mais vous laissez place à un autre syndicat. Non, pas du tout, monsieur. Je n'ai pas l'intention de décider de l'organisation syndicale du patronat. Je dis que les syndicats patronaux, tous, doivent passer devant les électeurs pour qu'on sache. Et je vais vous donner un point d'application très concret. Le patronat de l'économie sociale et solidaire a représenté la dernière fois qu'il y a eu des élections libre, 19% du total des patrons. Or, ils n'ont aucun droit de signer des conventions collectives. Ce privilège est réservé au MEDEF. Donc, le MEDEF n'aura plus le privilège. Il devra faire comme tout le monde dans une démocratie, en passer par les urnes, et notamment les urnes des patrons, parce que c'est les patrons eux-mêmes qui décideront qui les représente, et pas le MEDEF lui-même. Alors, il y a une mesure auquel le MEDEF est vigoureusement opposé, comme on peut l'imaginer, c'est le plafonnement des salaires en France. Pour que ce soit parfaitement clair pour ceux qui nous écoutent, vous souhaitez qu'il y ait aujourd'hui un salaire plafonné en France de l'ordre de 400 000 euros? J'ai dit que non, là vous commettez une erreur. D'abord, j'ai dit que alors corrigez-la alors, mais parce que moi j'ai vu qu'en fait vous vouliez créer une tranche qui fiscaliserait. C'est pas un salaire, c'est un revenu, monsieur. Oui, mais enfin si vous fiscalisez à 100% au-dessus de 400 000 euros, par c'est 90%. Alors c'est là, on va appeler ça la loi Roosevelt, puisque c'est la loi qui s'appliquait aux États-Unis d'Amérique. On a eu en France sous la Troisième République, qui comme vous le savez n'était pas un régime communiste, la tranche supérieure était à 86%. Donc 90%, la tranche là, supérieure. Vous avez un peu baissé, c'était 100% dans votre livre. Eh ben mettons 100%, c'est pareil. Non, parce que c'est confiscatoire et ça pourrait être retoqué par le Conseil constitutionnel. Mais c'est bien pourquoi je vous parle de 90%. Eh ben oui, parce que vous avez consulté des constitutionnalistes. Que 100%, c'était confiscatoire et c'était une formule qui en fait recoupait les 90%. Je voudrais que ceux qui m'entendent comprennent bien que au-dessus de 400 000, je prends tout quoi. C'est Georges Marchais réactualisé quoi. Non, pas tout à fait, si vous voulez bien, mais je n'ai pas envie de répondre de la politique de Georges Marchais. Je n'ai jamais été membre du Parti communiste français, moi. Mais ce que je peux dire, c'est que le 90%, c'est 32 000 euros par mois, et ça n'est pas le salaire, mais le revenu. C'est-à-dire que dans la dernière tranche d'impôt, faut que tout le monde comprenne, il s'agit de la dernière partie de ce que vous avez gagné. Là, c'est taxé à 90%. Vous savez combien ça concerne de monde dans notre pays? 0,05% de la population totale. J'ajoute que si vous voulez savoir où vous en êtes de vos impôts, aussi vous allez les chefs d'entreprise qui peuvent être tentés d'aller à l'étranger, ça peut ça ne servirait strictement. Vous connaissez ce débat, encourager une fuite des talents. Voilà, je comprends, des talents qui sont spécialement coûteux, car personnellement, je suis capable de trouver des talents moins coûteux. Quant au reste, et pour répondre à votre question, qui n'en est pas une mais une affirmation, les personnes qui s'enfuiraient seraient français, eh bien ça ne leur servirait à rien, car l'impôt deviendrait universel dans notre législation, et quand on est français, on fait sa déclaration dans le pays où on est, on paye ses impôts dans le pays où on est, et ensuite on déclare au fisc ce qu'on a payé, et si on devait payer davantage en France, on paiera la part qu'on doit à la France. Ce régime est celui, par exemple, des parlementaires européens. Donc, vous m'avez bien compris,
j'ai deux mesures. La première, c'est qu'aucun salaire ne doit aller au-delà de 1 à 20 dans une entreprise. Donc, quand le grand patron s'augmente, il est obligé d'augmenter le plus petit salaire de l'entreprise. Et en effet, j'estime qu'il y a une limite à l'accumulation. Et ceux qui s'en iraient, nous leur disons au revoir, car il y en a d'autres qui peuvent prendre leur place. Quand le numéro 1 s'en va, le numéro 2 est capable de prendre la place. Et si c'est pas le 2, c'est le 3. Bye bye les riches. Il s'agit non, maintenant... je n'ai pas dit ça, monsieur Namia. C'est vous qui avez une vision des riches qui est extrêmement curieuse. Vous savez, il y a des riches qui sont... par an, alors on les appellera comme vous avez des riches qui sont patriotes, vous avez des riches qui aiment leur pays, vous avez des gens... Regardez, vous et moi, nous sommes pas au salaire moyen. Moi, vous savez ce qu'est l'indemnité d'un parlementaire. Eh bien, moi, je suis d'accord pour payer davantage d'impôts. Mais écoutez-moi, les gens qui le veulent peuvent aller voir le simulateur d'impôts qui est sur mon site JLM 2017, car ils verront que toute personne qui gagne moins de 4 000... avec vous, Jean-Luc Mélenchon... Toute personne... Et monsieur Namias, laissez-moi vous répondre. Toute personne qui gagne moins... d'autres questions pour permettre à nos auditeurs d'être éclairés sur la façon dont vous gouverneriez si vous étiez élu. Laissez-moi parler. Donc, toute personne qui gagne moins de 4 000 euros, peut le vérifier sur le simulateur, paiera moins d'impôts, car nous créerons 14 tranches d'impôts, là où il y en a que 5 aujourd'hui, faisant peser tout le poids de l'impôt sur la classe moyenne. Je m'excuse d'avoir donné ces informations qui n'ont aucun rapport avec mon programme, nous en conviendrons, mais qui me paraissaient utiles pour bien faire comprendre mon état d'esprit. Qui gouvernerez-vous si vous êtes élu Jean-Luc Mélenchon? Quelle sera votre majorité parlementaire? Vous n'avez pas passé d'accord avec Benoît Hamon et le Parti socialiste. Est-ce que vous pourriez gouverner avec eux? Eh ben, ça va de soi. À partir du moment où... ça n'allait pas de soi. Quand on les traite de corbillards, franchement, ça va pas de soi. Alors, nous répondrons une autre fois sur... je ne parlais du corbillard que comme du Parti socialiste. Et c'est une expression qui avait été utilisée avant moi par Pierre Laurent et bien d'autres. Et aujourd'hui, je crois qu'elle est particulièrement bien adaptée, car le Parti socialiste est en train de s'effondrer sous nos yeux, puisque l'ancien Premier ministre ne parraine même pas. C'est pas qu'il soutient, c'est qu'il parraine pas. Donc, il veut empêcher d'être candidat. Mais vous pourriez gouverner avec des élus socialistes aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est vous qui avez posé... C'est intéressant de le comprendre. Bien sûr. Mais comme vous avez évoqué le mot corbillard, je me suis senti obligé de m'en expliquer pour qu'on me comprenne bien et que les expressions ne passent pas comme ça qui pourrissent la discussion collective. Alors, une fois que je serai parvenu au deuxième tour, c'est-à-dire légitime pour le deuxième tour, ça va de soi que les forces politiques qui voudraient participer à la mise en œuvre de ce programme, qu'on pourrait d'ailleurs à ce moment-là amodier ici ou là, seront les bienvenus. Et je pense qu'en particulier, toute une série d'élus socialistes seraient les bienvenus, des élus communistes, heureusement, et les socialistes et d'autres qui nous écoutent seront heureux de le savoir. Il y a quelque chose qui vous agace souverainement, on l'a entendu tout à l'heure. Parce que Madame El Khomri, je ne souhaiterais pas qu'elle participe à la prochaine majorité parlementaire, ni Monsieur Valls. C'est ce que j'ai demandé à Benoît Hamon. Je pense qu'il y a une partie des parlementaires socialistes qui ne peuvent pas venir appliquer la politique contraire à celle qu'ils ont eux-mêmes développée pendant des années et auxquelles ils croient parce qu'ils en sont persuadés que c'est la bonne politique. Marine Le Pen, dont vous n'appréciez pas du tout qu'on puisse comparer vos points de programme avec elle. Elle veut renégocier les traités européens. Elle est pour la retraite à 60 ans. Elle mène une campagne intense auprès des classes populaires. Elle dénonce en permanence une forme de mondialisation des élites des médias. Comme vous, à certains égards, Jean-Luc Mélenchon. Mais aujourd'hui, c'est elle qui mène la course en tête et particulièrement auprès de l'électorat populaire. Qu'est-ce qu'il vous manque pour être le candidat de la colère aujourd'hui? Pourquoi elle réussit là où vous semblez aujourd'hui échouer? Votre question me prend de court parce qu'elle est absolument nouvelle. Et je l'ai déjà entendue au cours des 7 ou 8 dernières années. Alors, plutôt qu'ironiser sur la question, apportez une réponse nouvelle. Je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. Je voulais juste faire un petit trait d'humour, mais j'admets que ça sert à rien. Il est entendu. Alors, merci. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Marine Le Pen commençons par dire que vos informations sont inexactes sur toute une série de sujets. Par exemple, Madame Le Pen ne propose pas la retraite à 60 ans. Elle a dit elle-même. Si, c'est même l'engagement, je crois, 52 de son projet, retraite à 60 ans et 40 annuités. Alors, vous lirez, oui, bien sûr, vous lirez. Mais comme vous, mais enfin, c'est pas un problème. Voilà, c'est un point de comparaison. Oui, vous avez raison. Mais ce n'est pas vrai. De même qu'elle a dit, mais monsieur Namia, ça suffit, lisez les textes, j'ai cité déjà. Si vous étiez nouveau, monsieur Namias, avec votre truc, mais ça fait 3 fois qu'on me dit ça, et ça fait 3 fois que je réponds. Et le journaliste passe son temps à expliquer le programme populaire de Madame Le Pen, et ensuite vient me demander comment ça se fait que les milieux populaires. Deuxième erreur. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à ceux qui ont voté longtemps à gauche et ceux qui aujourd'hui sont dans les meetings de Marine Le Pen pour la soutenir? Ça n'existe pas ce que vous racontez.
côté. Et laissez-moi parler. Je crois que ça existe et nos reporters en témoignent chaque jour. Oui, bien sûr, chaque jour. Parce que chaque jour, vous êtes ailleurs que dans votre bureau, vous. Écoutez-moi. Les reporters sont sur le terrain et on les entend chaque matin. Travailleurs, ce n'est pas vrai ce que vous dites. Et vous ne cessez de les montrer du doigt. 60% des ouvriers ne votent pas, monsieur Namias. C'est ça le fond de l'affaire. Parce que 60% des ouvriers ne se sentent pas représentés par ceux qui sont là. Et sans doute aussi par moi. Et c'est pour moi une grande souffrance. Car j'espère mériter leur confiance. Et je me bats pour défendre leurs intérêts. Voilà. Donc ce n'est pas vrai. Une majorité. Et comment le ferez-vous pour avoir cette confiance ? D'abord, commençons par régler les problèmes que vous avez mis sur la table. Ce n'est pas vrai que la classe ouvrière vote pour l'extrême droite. Ce n'est pas vrai. 60% ne votent pas parce qu'ils sont écœurés par un système politique et médiatique qui les révulse. Voilà la vérité. Maintenant, deuxième, comment je fais ? Je suis un démocrate, monsieur Namias. Je n'ai rien d'autre que ma pauvre parole pour défendre mes idées. Rien d'autre que mes livres. Rien d'autre que mes propositions. Et que l'appel à voter avec moi. Je n'ai rien d'autre. Et le 18 mars, je n'ai rien d'autre que la masse qui sera dans la rue pour dire la 6e République, parce que je suis un démocrate, un républicain. Je crois à l'échange et à la conviction. Voilà à quoi je crois. Et je n'obligerai jamais personne à penser autrement que comme il veut penser. Et si il y a aujourd'hui des gens qui votent Front National, eh ben il va falloir que vous y fassiez, car ce sont vos enfants. Merci beaucoup Fabien Namias. Jean-Luc Mélenchon, vous restez avec nous dans un instant. Vous répondrez aux questions de Natacha Polony. À tout de suite. Europe 8h33. Cette victoire est possible. Elle est là, à portée de main. Les amis, vous avez devant vous un combattant. Europe 1, matinale spéciale présidentielle. Tiens chérie, toi qui parles toujours d'éco-gestes, de moins gaspiller l'énergie, regarde, en moyenne 20% d'économie de chauffage avec Ista. Ista ? Oui, Ista installe des petits boîtiers sur nos radiateurs et on paye juste ce que l'on consomme. Pour notre immeuble, on vote cette année ? Ah oui, Ista. J'ai vu que le syndic avait transmis le devis pour l'Assemblée Générale. Bon, regarde, tout est sur ista.fr, ISTA.fr. Et moi, je vais voir quoi faire de toutes ces économies. Baguette à l'ancienne, cherche le fromage de caractère ayant le goût de la tradition. Justement, chez Grand Frais, le maroilles fermier AOP est à 13,90 € le kilo seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 18 mars, fabriqué dans le Nord au lait cru de vache. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Privilège, nom masculin, droit exclusif accordé à une personne. Eh bien, quand il s'agit d'un engagement Shiva, ménage et repassage à domicile, un privilège client, c'est exactement cela. C'est pouvoir à tout moment changer d'employé de maison ou redimensionner vos prestations. C'est vous donner accès à des services exceptionnels comme le grand nettoyage, les grandes occasions. Quelque part, c'est un peu tout faire pour vous rendre heureux. Shiva, ménage et repassage à domicile, vous allez adorer rentrer chez vous. Retrouvez tous nos engagements sur shiva.fr. Quelle est votre voiture idéale ? Pour moi, ce serait une voiture avec une caméra de recul, ou plutôt 2, c'est plus sûr. 3 ? Ça c'est trop, 3. Jusqu'au 31 mars, c'est le moment d'en demander plus à Toyota. Yaris France suréquipé est à partir de 119 € par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Toyota. Offre particulier pour Yaris France 69 EVTI 3 portes en location longue durée 37 mois 30 000 km, premier loyer 1 950 €, sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voir toyota.fr. Gère tout dans la maison. Gère tout ce que je veux. Jouer, raconter des histoires, faire des câlins. Pour garder le meilleur avec vos enfants, confiez la sortie de l'école, le goûter, le bain, les devoirs à des professionnels de la petite enfance. Des experts formés à la sécurité et à l'éveil des petits. Ces experts, vous les trouverez sur o2.fr. Et moi je vois la vie en mieux. Europe 1, matinale spéciale présidentielle. Je suis un patriote qui aime son pays. Nous avons fait un rêve, ensemble. À suivre sur tous les réseaux sociaux et en vidéo sur europe1.fr. Europe 1, 8h36. Et place à Natacha Polony face à Jean-Luc Mélenchon sur Europe 1 ce matin. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour Monsieur Mélenchon et bonjour à tous. Alors ce matin, j'aurais pu vous parler de cet article des Échos qui nous annonce la mort des hypermarchés. Enfin une bonne nouvelle, je me suis dit, on va cesser d'écraser les producteurs, de transformer les centres-villes en déserts commerciaux, d'inciter les consommateurs à acheter moins cher des produits industriels qui leur évitent la fatigue, d'éplucher une carotte. Sauf qu'en fait, non. C'est Amazon qui tue les hypermarchés. Donc, ils gardent l'alimentaire, ils transforment leur surface bétonnée en galerie marchande. Alors, je vais plutôt vous parler de cet article du Canard enchaîné. Les producteurs de bananes des Antilles se sont fait taper sur les doigts parce qu'ils essayaient d'expliquer dans une publicité que leurs bananes en agriculture conventionnelle sont meilleures que les bananes bio sud-américaines. Le bio en République dominicaine autorise 14 substances chimiques interdites sur les bananes classiques européennes, dont un dérivé du pétrole épandu par avion. Du coup, la République dominicaine
européenne est premier exportateur mondial de bananes bio payées au prix fort. Et ça marche. Pourquoi? Eh bien parce que l'Union européenne défend le principe d'équivalence. Au nom de la libre concurrence, les pays hors Union européenne ont le droit de nous envoyer leurs produits labellisés bio, même si leurs critères du bio n'ont rien à voir avec les nôtres. Et l'Allemagne, premier importateur de bio en Europe, y tient beaucoup. Alors Jean-Luc Mélenchon, on a des sols empoisonnés, on a des paysans qui meurent, on a des villages désertifiés et comme idéal de vie, la sortie au centre commercial le samedi. Et tout ça, c'est au nom de la liberté du consommateur. Vous, Jean-Luc Mélenchon, vous prétendez que vous avez une prise là-dessus, tout en préservant la liberté de choix individuel? Bah oui, parce qu'on n'est pas obligé de choisir entre des cochonneries. On peut aussi choisir entre des choses qui sont saines. D'abord, je commence par cette histoire de banane. Vous avez mis le doigt sur le cœur des absurdités du système du libre-échange auquel je suis opposé. Vous savez, il y a plusieurs doctrines en matière économique. Personnellement, je ne crois pas à la valeur du libre-échange. Je pense que ça a toujours ruiné tout le monde. Ce qui valait le principe du libre-échange commercial, c'est un principe qui date du XVIIIe siècle. Alors à l'époque, on peut comprendre, mais aujourd'hui, il n'y a aucune différence de production entre un composant électronique en France et en Chine, sinon la différence de prix. Donc le libre-échange ne donne un avantage comparatif qu'à ce qu'on appelle le moins cher. Et moins cher, c'est toujours de la souffrance. Vous venez de le dire. Pour le cas de la banane colombienne, le moins cher, c'est des gens traités d'une manière ignoble et des produits dégoûtants. Donc, moi, je suis pour qu'il y ait des barrières. Il y ait ce que j'ai appelé le protectionnisme solidaire, c'est-à-dire protectionnisme, oui, social et environnemental, c'est-à-dire que les bananes de la Colombie n'ont rien à faire sur le marché français, le marché européen. Sauf qu'on va vous répondre qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi se payer, de quoi bien manger. On va vous répondre aussi que nous avons en France une grande distribution. Comment on fait pour que les producteurs ne soient pas écrasés par cette grande distribution et pour que les gens puissent manger correctement sans se ruiner? Déjà, la réponse à si les gens n'ont pas de quoi payer, elle est pertinente. Parce que, en toute hypothèse, une agriculture bio donnera des produits un petit peu plus chers parce qu'il faut plus de main-d'œuvre pour ne pas maltraiter la terre et traiter bien correctement les produits. Par conséquent, la réponse à ils n'ont pas les moyens, c'est donnons-les leur, augmentons les salaires. Et ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la réorganisation de l'agriculture française. On en finit avec le modèle tout pour l'export et avec ces immensités plantées dans les conditions désastreuses que l'on connaît et arrosées de pesticides ou semé de produits OGM, et à la place, on met l'agriculture à circuit court, qui est une agriculture qui, dans la durée, disons sur 3-4 ans, fait apparaître qu'elle est plus productive, donc à la fin, à l'unité moins chère et de meilleure qualité que les produits de l'agriculture chimique intensive. Voilà la réponse concrète que je fais à cette affaire. Et pour créer le marché, parce qu'il suffit pas de dire il y a qu'à Faucon, on pourrait se donner des étapes. La première étape, ça serait par exemple 100% bio dans toutes les cantines, au moins les cantines scolaires, qui en plus, à mon avis, devraient être gratuites. Pourquoi? Parce que nos enfants doivent manger le mieux, vu que ce qu'on est en train de leur faire, c'est de leur transmettre des maladies et des malformations du fait de l'utilisation massive des pesticides dans les produits qu'ils absorbent. Merci beaucoup Natacha Polony. Puisqu'on parle de la presse, Jean-Luc Mélenchon, vous avez sans doute vu la une de Libération ce matin, Diesel, le rapport qui accuse Renault. Vous êtes très attaché à la défense de l'environnement. On est sans doute peut-être face à un Renault Gate qui ne semble de rien avoir à envier à Volkswagen. On parle de 900 000 moteurs truqués. L'État détient quasiment 20% de Renault. Si vous étiez président, vous feriez quoi? Eh bien, d'abord, je commencerai par dire que les administrateurs de l'État qui sont à Renault vont représenter le point de vue de l'État. Naturellement, l'État ne peut pas approuver l'idée qu'on viole la loi et les décisions des parlementaires. Par conséquent, Renault serait puni, je pense. Mais je punirai d'abord Lafarge, si vous voulez bien. Je punirai aussi Renault, ça va de soi. Mais Lafarge, parce qu'il a collaboré avec l'ennemi en finançant les groupes djihadistes qui se trouvent là-bas en Syrie. Et je pense que les entreprises doivent réapprendre l'idée qu'il y a une morale collective. Lafarge n'a pas à aller construire le mur de M. Trump. Non, mais la morale, ça compte aussi pour les boîtes. Non, mais autrefois, Lafarge était une boîte qui mettait ces questions-là au poste de commande. Ça la rendait pas plus sympathique à mes yeux. La différence, c'est que Renault, l'État est actionnaire de Renault. Est-ce que, par exemple, là, vous demanderiez au président de Renault, Carlos Ghosn, de quitter ses fonctions si le scandale est avéré? Si le scandale est avéré, bon voilà, ça fait beaucoup de si. Moi, j'ai pas encore lu, je connais pas l'histoire, mais clairement, je ne peux pas approuver l'idée qu'un quelconque responsable décide sciemment, si c'est le cas, de violer la loi et de mentir au pays dans lequel la production se fait, où ces voitures sont utilisées. Non, mais qui accepterait une chose pareille? Alors, Monsieur Carlos Ghosn coûte très cher, c'est un patron qui coûte vraiment très cher. Peut-être qu'il y a des patrons qui coûtent moins cher et qui pourraient être aussi performants que lui. Ça m'a pas l'air si difficile que ça. Merci Jean-Luc Mélenchon. Dans un instant, c'est Nicolas Canteloup en direct et la revue de presse.